Bonjour et bienvenue sous le palmier, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes prêts pour l'épisode du jour qui est dédié non pas à une personne, mais à toute une association. Et cet asso s'appelle la FEA, la FEA pour Association française pour l'enfance abandonnée en Inde. Je réalise en fait cet épisode spécial dans le cadre du podcaston. Pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de cet événement, c'est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. Alors l'année passée, ils ont eu un joli succès. Ils ont eu plus de 300 podcasteurs et podcasteuses qui ont dédié un épisode spécial de leur podcast en mettant en avant une asso de leur choix. Pour cette année 2024, le podcaston nous donne rendez-vous du 25 au 31 mars pour une seconde édition qu'ils veulent encore plus belle que celle de l'année passée. Alors le podcaston, il a une règle. Il faut ouvrir son épisode en tant que podcasteur en expliquant pourquoi on a choisi cet asso et pas une autre. Il y a 3 raisons qui me sont très personnelles, qui font que cette asso finalement elle est si chère à mon cœur. Déjà en fait c'est une asso moi qui m'accompagne depuis bientôt 30 ans, pour la simple et bonne raison que ma mère en fait en est la secrétaire générale. Et ensuite l'asso elle existe depuis bientôt 60 ans. Elle fête cette année 57 ans, pour être précise, voilà. Et la FEA en fait elle est née entre l'Inde et la France, d'où son nom, Association française pour l'enfance abandonnée en Inde. Et au fil des ans la FEA elle s'est développée. Et maintenant, en fait, elle compte près de 700 adhérents et adhérentes qui sont répartis dans différents pays francophones, mais pas que. Il y a aussi l'Angleterre de mémoire. Et c'est aussi donc plus de 50 000 enfants qui ont pu sortir de la rue et se construire un avenir beaucoup plus radieux. Donc c'est la longévité de l'association, en fait. Un engagement de bientôt 60 ans, forcément que je peux moi personnellement que saluer. Et puis aussi, par la même occasion, rendre un peu beaucoup hommage en fait à toute une équipe qui aide les enfants des rues et en détresse en Inde, que ce soit les équipes, ça on en parlera plus dans l'épisode, mais que ce soit les équipes qui sont en France et puis évidemment les ONG qui sont sur place et qui donc s'occupent de tout le côté opérationnel, encadrement des enfants, etc. Donc la cause, vous l'aurez compris, c'est celle des enfants. Et de par mon histoire personnelle, ça me touche forcément beaucoup. Donc moi, je suis pas née en Inde, mais je suis née au Mali, il y a maintenant donc de nombreuses années. Et d'enfant abandonné, je suis devenue un enfant adopté. L'adulte que moi je suis devenue, c'est comme toujours interrogée sur ce qu'aurait été sa vie en fait là-bas. Parce que bon, les enfants qui sont recueillis à la FEA, c'est pour moi ce qui se rapprocherait un peu plus de ce qu'aurait pu être ma vie en fait. Une vie qui serait restée au pays, voilà. Et donc pour ce hors-série, c'est la secrétaire générale de la FEA qui va nous consacrer du temps. J'espère que cet échange avec Muriel Bonnet va vous donner assez d'éléments déjà pour la contacter ensuite. Et puis voilà, qui sait, devenir vous-même adhérent. Puis le détaillera plus dans notre échange, mais il y a plein d'autres manières en fait de pouvoir les aider. Il y a évidemment le parrainage mais des enfants, mais il y a plein d'autres choses. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite surtout un excellent épisode. À bientôt. Bonjour Muriel, Bonjour Émilie. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va bien. Moi, je suis vraiment ravie de t'accueillir sous le palmier pour la première fois et en plus pour un épisode spécial qui compte énormément pour moi parce que c'est dans le cadre du podcaston, ce que j'ai un peu plus détaillé dans l'introduction. Et puis aussi et surtout, c'est pour mettre de la lumière sur une association qui est très chère à mon cœur et également à ton cœur, qui s'appelle la FEA, Association française pour l'enfance abandonnée en Inde, dont tu es la secrétaire générale. Alors, pour démarrer ce hors-série, je te propose de nous parler de Jacqueline Delost, qui est la fondatrice de la FEA. La FEA, grâce à elle, il y a plus de 50 000 enfants des rues et en détresse qui ont été aidés et qui ont surtout pu avoir un avenir. Je trouve que c'est pas mal de démarrer comme ça. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler de Jacqueline Delost et du début de cette aventure commencée avec elle? Alors Jacqueline Delos était à l'époque un jeune professeur d'anglais qui était nantaise et qui est aujourd'hui rennaise. Elle a été touchée par la détresse des enfants des rues en Inde et elle a voulu venir en aide à un père jésuite qui les accueillait sous une espèce de tente de toile pour les mettre à l'abri de la pluie et qui leur apportait à manger.
Et elle voulait absolument qu'ils puissent avoir une petite maison. Donc elle s'est dit, je vais essayer de recueillir des fonds en France pour pouvoir aider ce père jésuite. Et de fil en aiguille, eh ben, ce n'est plus une maison qui a été aidée, mais c'est une vingtaine de maisons qui ont été construites et qui aujourd'hui aident ces enfants en détresse ou qui viennent de la rue. Au tout début, en fait, il y avait donc, Sneazadan, donc c'est la première ONG, qui a été accompagnée, par Jacqueline Delost et par la suite, en fait, il y a eu 2 autres ONG, qui ont rejoint, bah, ce groupement, en tout cas que vous avez, soutenu et que vous continuez à soutenir. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler de ces 3 ONG? Oui, alors au départ, c'était Sneazadan qui, elle, a plus de 60 ans déjà. Et donc, qui veut dire la maison où le nez aimé en hindi. Ensuite est venu se greffer Navayoti, Nouvelle Lumière, et Aruloli, qui se trouve à Pondichéry. Alors Navayoti, pour Navayoti, les foyers se trouvent un peu partout sur Goa, au Kerala, et pour Aruloli, donc c'est dans la région de Pondichéry. Sneazadan, ce sont des foyers qui se situent principalement sur Bombay, sur Mumbai, Mmh. puisqu'aujourd'hui on ne dit plus Bombay, on dit Mumbai. Tu es secrétaire générale, de l'AFA depuis combien de temps, en fait? Oh là, depuis plus de 27 ans. Je ne suis pas toute seule d'ailleurs. Moi, je fais surtout le lien entre les ONG en Inde et les donateurs. Je m'occupe aussi de leur envoyer des nouvelles de leurs petits protégés. Au sein de notre conseil d'administration, il y a donc un président qui, lui, a vécu un an en Inde pour motif professionnel et qui a découvert Sneazadan sur place. Quand il est rentré en France, il a voulu continuer à aider. Donc, au départ, il a adhéré et ensuite, il est devenu président. Nous avons aussi une personne de 97 ans qui est très alerte, très énergique et qui s'occupe du bulletin, puisque nous publions un bulletin 3 fois dans l'année pour permettre à nos adhérents de savoir, d'avoir des nouvelles de l'Inde et de savoir ce que nous faisons en France pour aider. Et donc, nous avons aussi une jeune recrue qui a 25 ans, donc Baptiste, qui est un jeune avocat et qui, lui, a été en Inde aussi pendant un an dans le cadre de ses études. Il est allé à Sneazadan. Sur place, il a monté une bibliothèque pour que les enfants puissent avoir accès aux livres, à la lecture et pouvoir avoir un soutien scolaire. Car malheureusement, dans les foyers, ils ne peuvent pas avoir chacun un ordinateur, c'est impossible. Et donc, les livres leur permettent de s'appuyer dessus pour leurs études. Et ensuite, nous avons Bernard, qui est indien, qui lui nous apporte beaucoup de renseignements par rapport à la culture indienne. Il nous apporte sa connaissance en tant qu'Indien. Et ça nous aide beaucoup dans nos rapports avec les ONG en Inde. Et puis nous avons Elisabeth, qui est une ancienne magistrat et qui, elle, nous aide au niveau de toute la partie juridique, disons. De la partie juridique ici en France, bien sûr, et puis un petit peu à l'international. Voilà un petit peu la composition du bureau. Alors, il faut savoir que notre président se trouve à Paris, que le siège social est à Nantes. J'ai oublié aussi de vous parler de notre trésorier, parce que c'est important, donc qui lui est sur Nantes aussi et qui s'occupe des comptes. Nous avons aussi un commissaire aux comptes qui nous supervise. Et nous avons donc dans notre conseil d'administration des personnes qui sont aussi sur Lyon. Et nous avons aussi des délégués de région, donc des personnes qui s'investissent et qui, au sein de leur propre région, présentent l'association ou font quelques manifestations, genre vide-grenier, concerts, etc., pour faire connaître l'association. Alors, le fait d'être tous éloignés, c'est vrai que on peut se dire que c'est pas, disons, Très évident, en fait, c'est pas forcément facile, quoi, de c'est travailler pas tous comme ça facile, à voilà. distance, Bon, ouais. on se réunit quand même 3 ou 4 fois par an,
mais c'est une force aussi parce que ça nous permet de faire connaître l'association partout en France. Il faut savoir qu'on n'est pas, nous avons aussi des adhérents qui sont sur la France, mais qui sont aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique aussi, et en Suisse. Donc, un peu partout, et c'est très intéressant d'avoir des contacts avec eux. Toi, justement, qui est impliqué dans l'asso depuis si longtemps, selon toi, c'est quoi qui reste vraiment comme fondamentaux de l'héritage de Jacqueline Delos? Eh ben, je pense que c'est le parrainage, c'est-à-dire le lien entre un donateur et un enfant. C'est ce qu'elle a mis en place. Et donc, à l'époque, il y avait très peu d'associations qui faisaient le parrainage, en fait. Et ça a été, c'était pour permettre à l'enfant de savoir qu'en France, il avait quelqu'un qui pensait à lui et qui l'aidait dans ses études et pour sa vie future, afin qu'il puisse un jour, comme disait un des pères fondateurs en Inde, voler de ses propres ailes. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi le fait que nous n'avons aucune ingérence dans la gestion en Inde de nos partenaires. Chacun gère à sa façon les foyers. Nous, ce qu'on leur demande tout simplement, c'est quand on envoie de l'argent, d'avoir les factures et de justifier que l'argent qu'on a envoyé correspond bien au projet qui a été défini en amont. Voilà, ça c'est très important pour nous parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons des contrôles et qu'on doit absolument euh, que nos ONG en Inde doivent utiliser l'argent tel que ça a été mentionné au départ. Donc, si c'est pour la reconstruction d'un foyer, si au départ, nous, on a dit on vous donnera telle somme pour la reconstruction d'un foyer, il faut que la facture qu'on reçoive, sur la facture qu'on reçoive, ça soit mentionné. Pour nous, c'est très important. Sous le palmier. Il y a 2 films dont je voudrais parler avec toi. Déjà, le premier, bah, tu en parles dans le bulletin, numéro 1 de 2024 de la FEA, qui évidemment retrace tout ce qui se passe, comme projet, comme soutien. Enfin, je sais pas, c'est assez chouette parce qu'on a, par exemple, des nouvelles, d'anciennes pensionnaires qui se marient, d'anciens du foyer qui reviennent justement dans les foyers. Puis il y a ce côté un peu transmission entre, les plus petits qui voient les plus grands et qui ont le plaisir de voir ce qu'ils sont devenus et ça, c'est super touchant. Donc ça, enfin, toi, tu reviens là-dessus avec les membres du comité. Donc ça, c'est publié dans le bulletin. Mais aussi, il y a une partie que je trouve super intéressante dans votre bulletin, c'est l'aspect histoire et culture, parce que c'est ça aussi. C'est on soutient justement avec passion, avec beaucoup d'engagement, en parrainant ces enfants pour qu'ils aient un futur beaucoup plus radieux. Mais c'est aussi, et même moi qui suis jamais allée en Inde, moi c'est vrai que maintenant j'ai développé aussi un amour pour l'Inde, tu vois, tu m'as transmis ça aussi. Et du coup, dans l'aspect histoire et culture, tu parles de La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre qui a été adapté en film. C'est tout récent parce qu'on pouvait encore voir l'année dernière le film. Personnellement, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Au niveau imaginaire, bah, je trouve, c'est très juste en fait ce qui est dépeint dans ce film. La vie en Inde et en particulier celle des Intouchables. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les Intouchables? Et d'ailleurs, dans les foyers, c'est que des Intouchables en fait. Voilà, et je crois qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école normalement en fait, c'est ça, non? Alors, il n'y a pas que des intouchables dans les foyers. Il y a beaucoup d'enfants orphelins ou dont les parents ne s'occupent pas du tout et qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue. C'est vrai qu'il y a bon, des intouchables, mais aujourd'hui, disons, comme ils viennent des foyers, ils sont acceptés dans les écoles. De toute façon, dans les foyers, les enfants sont accueillis sans distinction. C'est la politique Asnea Zadan. Et dans les autres foyers, nous avons demandé à ce que cette politique soit appliquée aussi. Nous, bon, là, on a eu une petite ingérence, mais c'est vraiment pour que tous les enfants aient la possibilité d'avoir un avenir. Donc, et donc les enfants fêtent dans les foyers, fêtent toutes les fêtes d'ailleurs. Hein. L'enfant qui est musulman, il peut faire Ramadan. Hein. L'enfant qui est hindou, il fête Ganesh, il fête toutes les fêtes indiennes. Et il fête Noël aussi, il fête, voilà. Et en fait, ils sont souvent en fête. Hein, Ils sont parce souvent qu'avec en fait, d'accord. parce qu'avec toutes les fêtes religieuses qu'il y a dans toutes les religions, voilà, ça fait beaucoup. Mais Oui, c'est tous partagé les enfants ensemble.
Voilà, tous les enfants participent et entre eux, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, dans les anciens, quand on les voit, on peut voir, un ancien qui est de religion hindoue, côtoyer un ancien qui est de religion musulmane et ils sont comme des grands frères et ils se retrouvent, avec plaisir, parce qu'au mois de janvier, surtout à Snezhadan, les anciens se retrouvent, avec leur famille et donc c'est une grande famille élargie, voilà. Mmh. Bah, écoute, merci quoi, en fait et puis le deuxième film dont je voulais te parler, c'est Lion. Je l'ai regardé l'année dernière et en fait, je trouve que déjà, bon, c'est un film qui est magnifique, qui est très beau parce qu'il parle de la famille élargie comme tu disais, vu qu'il y a un des enfants qui est adopté, enfin les 2 enfants sont adoptés par une famille, australienne et en fait, on part avec eux, surtout avec donc c'est Sarou, Brierley, j'espère que je le dis pas mal, Brierly. On part avec Sarou, en fait, dans vraiment un cheminement personnel, une quête d'identité et puis surtout, en fait, il cherche, sa place, en fait, dans ce monde. Donc voilà, donc c'est vraiment très beau et en plus, donc c'est tiré d'une histoire vraie, la vie donc de Sarou. Parce que lui, en fait, il s'est perdu il est monté dans un train, je suis assez forte pour faire des spoilers, donc je vais essayer de rester très succincte parce que j'ai pas envie s'il y a des auditeurs qui n'ont pas encore vu le film et vraiment je les encourage vraiment à regarder ce film qui est superbe. Donc il s'est perdu, il monte dans un train, il se perd, l'Inde est monstrueusement grande et en fait, il s'est tellement perdu qu'il a mis, vraiment des décennies à pouvoir, retrouver sa mère, biologique parce que lui, sa particularité, c'est qu'il a pas été abandonné, en fait. C'est qu'il s'est voilà, il s'est perdu et après donc il a été séparé accidentellement de sa maman, et voilà et après il est adopté, en Australie et après je me tais parce que là je sens que je vais faire un magnifique spoiler. Donc dans Lyon, on voit des enfants à un moment donné dans un orphelinat en Inde et est-ce que tu peux juste nous expliquer en fait la différence entre ces comme l'orphelinat qu'on voit dans Lyon et la différence avec ceux des foyers? Parce que c'est pas du tout les mêmes en fait, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes Non, personnes alors derrière. l'orphelinat qu'on voit dans Lyon, c'est un orphelinat, d'État. Donc déjà, c'est complètement différent. Nous, ce sont des orphelinats, privés qui sont donc tenus par des pères jésuites ou des religieuses, sachant que, dans Asnéazadan, les familles qui s'occupent des d'enfants ne sont pas forcément des religieuses, ce sont aussi des couples, hein, des couples qui sont parfois, et souvent même, des anciens de Snéazadan, qui eux-mêmes veulent redonner ce qu'ils ont reçu. Donc, c'est un acte d'amour, je dirais. Je pense que même, c'est plus de la moitié, hein, Mmh. qui ont repris donc, les foyers. D'ailleurs, qui peut mieux aider ces enfants-là que eux-mêmes qui ont vécu dans les foyers? Voilà, je pense que c'est important aussi, hein. Et ils vivent avec ces enfants et leurs propres enfants et ne font aucune différence. Et ils sont d'ailleurs même de religions différentes. Ça Mmh. peut être des parents de ce qu'on appelle, on les appelle les parents responsables en fait, puisqu'ils sont responsables d'un foyer de à peu près 20 enfants. Alors ce que je veux dire, donc c'est déjà complètement différent parce que dans le film Lyon, on voit énormément d'enfants et il n'y a pas de petites structures comme chez nous. On ne recrée pas la famille, tandis que là, on recrée une famille, en fait. Et je voulais revenir, oui, sur Lyon. En fait, le petit garçon, malheureusement, c'est un peu ce qui se passe, c'est que les enfants, ils suivent souvent des adultes. Là, ils suivaient en l'occurrence son grand frère qui n'est jamais revenu. Et ils connaissent pas forcément les noms. Il n'y a pas de nom de rue. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de nom de rue. Ils habitent dans des villages, mais c'est à peine s'ils savent le nom du village. Mmh. Donc, quand ils montent dans les trains, le train ne s'arrête pas et ils sont perdus, hein. Ils savent plus où ils vont. C'est un peu difficile, hein. Moi, j'ai vu des enfants de 5 ans dans le train quand j'y suis allée la première fois. Et c'est impressionnant parce qu'ils sont là, ils savent plus comment faire. Voilà. Donc, nous, ce qui est, enfin, en Inde aussi, Snehazadan a mis en place des centres d'accueil en gare. C'est-à-dire que quand les enfants arrivent, s'ils sont perdus, il y a un assistant social qui peut les aider, qui vient au devant d'eux et qui leur propose de venir prendre un repas, qui peut se doucher et qui leur parle des foyers. Et après, il y a la recherche des parents.
Parce que le but au départ, c'est de retrouver les parents, que l'enfant retourne dans sa famille. Et quand c'est pas possible, bon, ben, l'enfant reste dans le foyer. Là, c'est très différent par rapport à Lyon où, je j'ai pas vu cette recherche en fait, de famille. On a mis tout de suite les enfants adoptés. Nous, chez nous, il y a pas d'adoption déjà, il y a que des parrainages. Notre aide, elle est sur place. On aide l'enfant dans son pays pour qu'il puisse avoir un avenir dans son pays. Mmh. C'est vraiment ça la raison d'être en fait, hein, de la FEA, Mmh. que l'enfant puisse s'épanouir, dans son pays et puis qu'il puisse, bah, ouais, je reprends le terme que tu avais dit, voler, Ses propres de ailes. ses propres ailes, en fait. Mmh. Puis il y a aussi le fait et ça c'est quand même, très important parce que on prépare, le futur, on prépare son futur, on l'accompagne et justement après tu auras des belles enfin oui, des success stories en fait, on peut tout à fait le dire comme ça, hein, des anciens qui sont devenus, tu pourras nous en parler après. Mais c'est vrai que dans le présent, l'idée et ce qui est important, pour vous, c'est de pouvoir, redonner un petit moment quand même d'innocence à ces enfants. On n'est pas là pour, être dans le larmoyant, faire pleurer. On est dans un podcast qui est plutôt optimiste et puis un optimisme, pas gnangnan, ça j'y tiens, c'est quand même, important. Mais de situations difficiles, en fait, bah, on accompagne ces enfants qui ont vraiment très souvent, des départs, vraiment compliqués, dans la vie et on leur donne un peu de lumière, un peu d'espoir, beaucoup d'amour et ça me touche. Du coup, je sais pas si je vais réussir à vraiment finir ma phrase parce que ouais, ça me touche vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que ces enfants, l'idée, c'est quand même de leur, redonner le sourire, et leur montrer que tous les adultes ne sont pas mauvais, et puis qu'on peut tout à fait, bah, ouais, quand il y en a un qui nous tend la main, on peut la lui prendre et puis il va bien s'occuper de nous et les foyers depuis 57 ans, c'en est vraiment la preuve, magnifique, en fait. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire, qu'il y avait ça parce que vous leur donnez aussi il y a des moments de vacances, tu parlais des fêtes, qui c'était souvent en fête, c'est joli. Ils sont là beaucoup pour, étudier, pour préparer l'avenir, mais vous leur offrez aussi des moments, entre, ouais, frères et sœurs, finalement. Il y a quand même ce côté-là, tu l'as dit tout à l'heure, où maintenant c'est des grandes fratries, mais ils partent en vacances, il y a un foyer qui est au bord de la mer. Ouais, ça, je trouve c'est important aussi finalement de le dire aussi. C'est pas que l'école aussi, hein, quand même, Oui, alors, il y a ce qu'on appelle une maison de vacances qui, elle, est dans les collines, à 100 kilomètres de Mumbai, où les enfants vont, surtout, quand il fait très chaud, parce que comme c'est en altitude, il fait beaucoup moins chaud là-bas. Ils participent à des camps, ils font des jeux. Il y a des balançoires qui ont été mises dans le grand terrain. Il y a un grand bassin, qui sert de piscine. Il y a des animaux, il y a une petite ferme, donc les enfants doivent s'occuper, des animaux qui sont sur place. Et puis ce qu'ils adorent surtout, c'est d'aller visiter, des endroits. Donc ils partent tous, visiter, des coins ou des lieux qu'ils connaissent pas. mmh je vais peut-être, enfin, ouais, je suis désolée, je vais revenir un peu en arrière, parce qu'on a parlé, de justement des foyers, indiens, enfin d'État, pardon, d'État. Et tu me disais quand on a fait la petite préparation, pour, ce hors-série, à l'époque, en fait, quand il y avait quand Jacqueline Delost a démarré et ensuite quand il y a eu je vais lancer un nom, parce que c'est quand même une personnalité, moi, dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer, c'est le père, Fonseca qui, me semble-t-il, a eu en plus un prix, hein, Il a eu du le de prix de l'enfance en Inde, oui. je pense que c'est important de parler de lui parce que c'est des foyers, qui sont privés, mais vous avez un lien quand même aussi avec, l'État en fait, hein, qui tu me l'avais dit, de plus en plus maintenant, ce qui est positif, porte plus la cause des enfants en fait. C'était ça ce que tu m'avais expliqué, que je trouvais Oui, intéressant de revenir dessus. oui, alors, c'est vrai qu'autrefois, malheureusement, les enfants des rues, ils étaient mal vus, hein. Quand ils erraient dans la gare, les policiers avaient tendance à les frapper, à les bousculer, à les rejeter. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a une collaboration qui est faite entre les ONG et la police. Donc, lorsqu'un enfant est perdu, donc quand il arrive à l'accueil en gare, il est présenté à la police. C'est là qu'on fait une recherche. On essaye de voir si on peut pas le ramener à sa famille. Donc la police regarde si elle arrive à trouver avec son nom, son âge, un état civil, ce qui est pas toujours facile. Voilà. Et par contre, aujourd'hui, oui, l'État prend plus en charge les enfants. Voilà. Donc,
je reviens à l'accueil en gare. Des familles vivent dans la rue, près de la gare, avec leurs propres enfants. Les enfants vont à l'école, hein. Et pour pouvoir aller à l'école, bon, il y a un uniforme. Donc, et cet uniforme, bien sûr, il faut l'acheter. Donc, l'État fournit l'uniforme, fournit 2 paires de chaussures par an aux enfants et et paye un repas chaud par jour. Mmh. Voilà, donc c'est déjà une, un grand pas en avant par rapport à l'État indien qui commence à prendre conscience et qui veut aider ses propres enfants à, à avoir un avenir, disons. Mais Mmh. bon, c'est pas suffisant non plus parce que je pense qu'il faut aider encore plus les enfants. Il y en a qui ont vraiment des capacités énormes. Il faut les aider à aller plus loin dans les études, à aller à l'université. Et nous, on est très fiers parce qu'autrefois, un enfant, il devenait conducteur de rickshaw. C'était déjà bien à l'époque. Mais aujourd'hui, on en a qui sont en université, qui sont en école d'ingénieur, qui sont devenus, qui étaient dans la rue à 6 ans et qui aujourd'hui sont ingénieurs, hein. On en a qui sont comptables. Pour les filles, on a beaucoup qui sont infirmières, institutrices, psychologues. Voilà, on est très fiers de toutes ces réussites. Bien sûr, ce n'est pas tous les enfants qui arrivent, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les enfants vont plus loin dans leurs études qu'autrefois. Voilà, autrefois, ils s'arrêtaient à peu près à la classe de troisième, alors qu'aujourd'hui, ben, ils vont facilement en université et dans d'autres écoles. Sous le palmier. Je voudrais parler de toi, en fait, et puis de ton lien avec la FEA. Depuis toutes ces années, en fait. Moi, je parle pas du tout à la secrétaire, générale que tu es, mais je parle, en fait, à l'adhérente aussi parce que finalement, tu es aussi adhérente depuis toutes ces années, toi, en fait, à la FEA. C'est quoi, en fait, qui te pousse, encore à soutenir, l'asso et à ce que cet engagement que tu as développé depuis si longtemps, en fait, s'essouffle pas? C'est quoi qui te tient là? Eh ben, ce sont les enfants. Je trouve qu'ils ont un regard, un sourire et quand on va les voir en Inde, ils sont tellement attachants. Pour un rien, ils sont émerveillés. Vous leur donnez un stylo, ils sont ravis comme tout. Et c'est toute cette aura-là qui fait que on, on aime l'Inde, on aime les enfants en Inde surtout. Voilà, c'est un peu, je dirais, puis c'est tellement, on est tellement dépaysé, c'est tellement un pays plein de contradictions, heu, de choses, il y a quand même des belles choses en Inde. Bon, il y a pas bon, malheureusement, il y a la pauvreté, mais il y a aussi, une culture, un environnement qui est impressionnant et toutes ces religions, tous ces contrastes, moi, je dis toujours, quand je vais en Inde, j'ai l'impression d'être projetée dans un autre univers. Voilà, c'est. Et puis, bon, j'ai développé aussi beaucoup de relations avec les dirigeants des foyers, qui sont adorables, qui me donnent souvent des nouvelles, qui envoient des photos des enfants, euh, qui sont très, très près des enfants. Et même, je vois les religieuses indiennes, elles sont. J'ai dit, pourquoi j'insiste sur indienne? Parce que moi, je m'étais toujours fait m'étais représenté l'image d'une religieuse assez sévère et tout, mais alors pas du tout. Elles sont indiennes, c'est-à-dire elles apprennent aux filles à danser, les danses indiennes. Elles sont vraiment très ouvertes et je trouve ça euh, formidable, quoi, de comment elles se comportent. Elles sont très maternelles et avec les enfants, voilà, elles n'hésitent pas à les prendre dans les bras. C'est vraiment très touchant. Est-ce que justement tu peux nous parler, tes enfants? Enfin, ils ont voilà, ils peuvent arriver entre guillemets «à quel âge?» Tu vois, dans les foyers? C'est qui les enfants Alors, de les enfants qui arrivent dans les foyers, ils ont entre, je pense, les plus jeunes, 6 ans, et donc ils restent jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, alors, à 18 ans, malheureusement, le gouvernement indien ne veut pas qu'ils restent dans les foyers parce qu'ils estiment qu'ils doivent vivre leur propre vie.
mais beaucoup n'ont pas fini leurs études ou alors ont un pied. Il y a beaucoup d'alternance hein, en Inde. Donc, ont un pied dans le travail, mais pas encore totalement, hein, parce qu'ils suivent en même temps des cours. Donc, pour contourner un petit peu cet obstacle, on a créé des foyers un petit peu du style foyer jeunes travailleurs, comme on a chez nous, pour que les enfants puissent être quand même indépendants, mais sous la surveillance d'un adulte, pour pouvoir continuer à rester dans les foyers. Ou alors, certains sont aidants, c'est-à-dire qu'ils aident les parents responsables. Voilà, et ça leur permet aussi de rester dans les foyers. Parce que tous les enfants à 18 ans ne sont pas prêts à partir. Et c'est un petit peu le problème avec le gouvernement indien qui, lui, estime qu'à 18 ans, les enfants doivent s'en aller. Alors pour les filles, c'est un petit peu plus facile quand elles suivent des études d'infirmière ou institutrice parce que ces études-là sont payées par le gouvernement indien et donc elles sont prises en charge. Voilà, il n'y a que la partie, bon, un petit peu, je vais dire, hôtellerie ou enfin, le logement où là, faut aider. Mais bon, elles vivent sur place. Donc, c'est déjà plus facile. Et dans ce cas-là, qu'elles quittent le foyer, c'est bien parce qu'elles sont au sein de leur travail, de leur milieu professionnel, et elles sont pas, elles, ne- elles sont quand même entourées. Puis il y a pas ce problème d'âge. Mmh. Et justement, en fait, quand les enfants, arrivent, par exemple, dès 6 ans, bah, il y en a certains qui sont jamais allés à l'école. Donc tu me dis, hein, si je me trompe, mais sauf erreur, en fait, il y a des enseignantes que vous faites venir, en fait, hein, dans les foyers pour qu'elles puissent justement les accompagner, de manière un peu plus sur mesure, on va dire, pour qu'ils puissent après aller, à l'école et rejoindre entre guillemets, le circuit. Oui, alors ce sont des jeunes stagiaires qui se préparent à devenir instituteurs, qui ont accepté de venir bénévolement dans les foyers le soir pour donner des cours aux enfants. Donc, quand l'enfant arrive au départ, il a du mal à se concentrer. Donc, on peut pas, ces jeunes enseignants voilà, ne pratiquent qu'une heure ou voire 2 heures et puis petit à petit, ils augmentent les horaires. Mmh. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui a vécu dans la rue, livré à lui-même, il a du mal à respecter des limites. Donc, il faut qu'il apprenne voilà, à se lever comme tout le monde à la même heure, à se laver, à manger à la même heure que les autres. Voilà, au départ, c'est un peu difficile pour lui parce que quand on est livré à soi-même, on n'a pas de règles en fait, hein. Donc mais quand on vit en famille, dans un foyer, même dans un foyer, il y a des règles. On peut pas tous manger quand on veut Mmh. ou se laver quand on en a envie ou pas se laver. Voilà, il faut quand même, il y a des règles à respecter. Donc, et puis après, au bout d'un certain temps, quand ils sont prêts, ils sont inscrits à l'école. Donc, ils vont à l'école. Alors, souvent, ils ont 2 ou 3 ans de retard. Dans ce cas-là, euh, à l'école, ils sont admis avec un âge inférieur à leur âge réel. Mmh. Alors, tout ça, c'est pour qu'ils soient acceptés par rapport aux autres enfants qui sont là et qu'ils ne soient pas dénigrés. Parce que c'est pareil, si l'enfant est dénigré, il ne retournera pas à l'école. Donc, il faut arriver à créer une, une stabilité, enfin, Oui, lui donner confiance, en fait. voilà, exactement. Et puis, qu'il soit au même niveau que les autres. C'est ça que je veux dire. Mmh. Donc, Et ça ouais. c'est important aussi. Et quand ils sont prêts, ben voilà, ils suivent les cours et puis, mais ils progressent vite, hein. Souvent, ils progressent très très vite, hein. Quand ils veulent y arriver, ils s'en donnent les moyens. Bah, quelque part là, Muriel, on a fait connaissance avec l'association, avec toi, avec, les membres du comité, avec, les 3 ONG, les équipes sur place en fait, qui font tout ce travail. Comment est-ce qu'on peut vous aider nous en fait? Hem, Alors, voilà, vous pouvez nous aider en nous adressant des dons qui nous permettront de soutenir les actions et les projets des foyers
ou une réalisation précise. Ça peut être une rénovation de foyer, ça peut être une construction de foyer, ça peut être, comme Baptiste l'a fait, une création de bibliothèque. Enfin, voilà, il y a plein de projets. Nous, on leur demande, en fait, en Inde, quels sont vos besoins. Et à partir de là, on fait appel aux adhérents et aux personnes qui sont intéressées pour nous aider. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le parrainage d'enfants, qui a été à la base de l'action de la FEA, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'un adhérent nous dit, oh, ben, j'aimerais bien parrainer un enfant, donc on lui propose une fille ou un garçon. Bon, si on essaye de donner une fille, si l'adhérent veut vraiment une fille ou un garçon, mais sachant que on n'envoie pas de catalogue, hein, c'est pas, je veux Mmh. dire, c'est on décide, nous, sur place, d'attribuer un enfant. Souvent, on essaye d'attribuer des enfants jeunes aux adhérents jeunes. Voilà. On essaye de. Et puis les adhérents un peu plus âgés, on leur donne des enfants un petit peu plus âgés. Voilà, ça nous paraît plus normal, disons. Et puis aussi, il y a le parrainage de foyer qu'on a mis en place depuis peu, c'est-à-dire que on propose aux personnes qui le souhaitent et qui ne veulent pas parrainer un enfant spécifiquement, de parrainer l'ensemble du foyer avec les enfants qui sont dedans. Donc c'est notre voilà, voici les quatre façons de nous aider. Et, Bah, moi, je crois que et tu en as oublié puis une quand même. et puis en faisant des manifestations Oui, pour voilà. nous, en nous faisant connaître auprès de leurs amis, des gens de leur famille. Ça peut être organiser un concert, un vide-grenier, pas mal de petites manifestations qui rapportent de l'argent et que l'on peut ensuite envoyer en Inde. Mmh. Tout en donnant de la visibilité aussi effectivement, à l'association quoi, et puis Mm, ses actions. Et oui. ça, pour le faire justement, si on a parce qu'il y a toutes ces possibilités et si on a un peu carte blanche pour proposer quelque chose, on peut te contacter toi directement, comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y a aucun problème. On a créé un- une page sur laquelle on explique comment on peut nous aider, justement, ce qu'il faut faire. On peut envoyer des dépliants, on peut envoyer des bulletins qui peuvent être remis lors de manifestations. Mais c'est très important, par contre, que les personnes nous contactent parce qu'on ne peut pas faire des manifestations sans avoir une couverture, déjà une assurance. Mmh. Euh, et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on doit déclarer des heures de bénévolat. C'est nouveau, mais bon, donc il faut tout ça, c'est à mettre en place avec la personne qui veut créer une manifestation. Mmh. Voilà. Bon, bah, déjà, toi, tu es sur LinkedIn, comme, il y a Oui. aussi une page, pour, la FEA, hein, c'est AFEA ONG d'aide à l'enfance Inde. Puis il y a aussi le site, où après il y a toutes les Mm. informations, il y a aussi numéro de téléphone ou autre. Moi, je leur dis ici, c'est du coup, un petit www.afea-snea, donc c'est SNEHA.org, voilà. Et puis évidemment, ne pas hésiter à nous rejoindre sur LinkedIn, sur le site et tout, et on se réjouit vraiment, de pouvoir, bah, si vous aviez, dans l'intention, l'envie, la curiosité en tout cas de peut-être soutenir, bah, dans ce cadre du podcaston, une association, donc nantaise, mais pas que quoi, une association nantaise mais bien ouverte sur, à l'international en fait, hein, bah, faut pas hésiter. J'espère, peut-être que, bah, voilà, ce petit échange, avec Muriel aujourd'hui, bah, vous a peut-être un peu piqué la curiosité et que vous aurez envie de, bah, de poursuivre un peu l'échange avec elle. On est à votre disposition. Et pour ceux qui n'ont pas LinkedIn, je voulais rajouter que s'ils veulent recevoir notre bulletin par Internet, ils peuvent nous envoyer un mail. Hein. Donc, il y a aucun souci de ce côté-là. Tu veux le donner On ici? leur enverra notre, notre bulletin et ça permet aussi de voir comment on fonctionne et comment fonctionnent les foyers en Inde. Et tu veux donner justement l'email pour, pouvoir, vous contacter Oui, alors directement? l'email, c'est accueil, A2CUEIL, l'arrobase,
AFEA, le petit tiret qui est sous la touche du 6, sur le clavier de l'ordinateur, SNEA, S comme Sophie, N comme Noémie, E, H comme Henri, A.org, O-R-G. Accueil, @afea-snea.org. Bon, merci beaucoup, hein, Myriel. Je ne sais pas si tu as envie de nous dire un petit mot de la fin. Eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus si vous voulez adhérer et si vous voulez nous aider. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, hein, pour ton temps et puis pour toutes ces informations. Et je dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Sous le Palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous le Palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans 2 mois, même heure, même endroit, Sous le Palmier.